Le président des États-Unis, Donald Trump, 79 ans, présente des signes de plus en plus évidents de déséquilibre mental, au moment même où il menace de déclencher une guerre contre l'Iran qui pourrait embraser tout le Moyen-Orient. Cette convergence entre une possible dégradation cognitive et le pouvoir de vie ou de mort sur des millions de personnes constitue l'une des situations les plus dangereuses que le monde ait connues depuis des décennies. Salut à tous, je suis Morin Macmour, analyste géopolitique et de la finance, et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Soutenez cette vidéo avec un like et abonnez-vous massivement avant qu'on ne commence. L'alerte ne provient plus seulement de ses adversaires politiques traditionnels. Elle émane désormais de sources multiples et variées, y compris de ceux qui lui sont idéologiquement proches. Le premier ministre slovaque Robert Fico, pourtant fidèle soutien du président américain, serait rentré traumatisé de sa rencontre avec Trump à Mar-a-Lago la semaine dernière, choqué par la santé mentale du leader républicain, selon 5 diplomates européens cités par Politico. Un état psychologique qu'il qualifie de préoccupant, voire dangereux. Lorsqu'un allié politique revient d'une simple rencontre dans un tel état d'inquiétude, il ne s'agit plus de manipulation partisane. Il s'agit d'un signal d'alarme qu'il serait criminel d'ignorer. Les symptômes visibles d'une dégradation, les manifestations publiques de cette détérioration cognitive se multiplient à un rythme alarmant. Lors du Forum économique mondial de Davos, Trump a confondu à plusieurs reprises le Groenland et l'Islande dans le même discours. J'aide l'OTAN. Jusqu'à ces derniers jours, quand je leur parlais de l'Islande, ils m'adoraient. La dernière fois, ils m'ont appelé papa. Je peux vous dire qu'ils ne sont pas là pour nous en Islande. Notre marché boursier a connu hier sa première baisse à cause de l'Islande. L'Islande nous a déjà coûté beaucoup d'argent. Ces erreurs ne sont pas de simples lapsus occasionnels. Elles révèlent une incapacité croissante à maintenir la cohérence factuelle de base nécessaire à l'exercice de la fonction présidentielle. Comment un homme qui ne peut pas distinguer deux pays peut-il prendre des décisions de vie ou de mort concernant une frappe militaire contre l'Iran? Comment peut-il négocier avec des dirigeants étrangers s'il ne sait même pas de quel pays il parle? Plus troublant encore, Trump semble avoir perdu le souvenir de faits personnels fondamentaux. Dans une récente interview accordée à New York Magazine, il ne se souvenait plus de la maladie de son propre père. C'est sa porte-parole, Kayleigh McEnany, qui a dû lui rappeler qu'il s'agissait de la maladie d'Alzheimer. Cette perte de mémoire autobiographique constitue un marqueur classique de déclin cognitif. Un président qui oublie des éléments aussi fondamentaux de sa propre histoire familiale peut-il vraiment être considéré comme apte à diriger la plus grande puissance militaire du monde? Les ecchymoses visibles sur ses mains lors de cette même interview ont également soulevé des questions médicales légitimes. Trump a prétendu qu'il s'agissait de réactions à l'aspirine, une explication que de très nombreux médecins intervenant sur les chaînes d'information américaines ont jugée peu crédible. Ces marques pourraient indiquer des problèmes de coagulation, des chutes ou d'autres complications de santé qu'un homme de 79 ans devrait surveiller de près. Mais la Constitution américaine n'oblige pas le président à publier ses bilans médicaux, et aucun président n'a jamais soumis d'évaluation indépendante sur sa santé psychologique. Il y a plutôt une tendance à dissimuler, car c'est vu comme un risque politique et stratégique, que de montrer la vulnérabilité d'un président, et surtout du président des États-Unis. Le comportement erratique comme mode de gouvernance? Au-delà des signes cliniques, c'est le comportement quotidien de Trump qui révèle une imprévisibilité dangereuse. Lors d'une conférence de presse sur le pétrole vénézuélien, il s'est soudainement levé au milieu de son discours pour aller observer des travaux en cours à la Maison-Blanche, laissant journalistes et conseillers médusés. Ce type de comportement, une incapacité à maintenir l'attention et la concentration sur un sujet important, n'est pas celui d'un dirigeant en pleine possession de ses moyens. Son rythme de communication a également changé de manière significative par rapport à son premier mandat. Le New York Times a fait une analyse numérique très claire montrant qu'il intervient beaucoup plus par des interviews impromptues, des commentaires en montant ou descendant d'avion, et beaucoup moins par des discours préparés. Ces interventions plus courtes, mais surtout non préparées, entraînent mécaniquement plus d'erreurs, plus d'incohérences, plus de contradictions flagrantes. Sur un simple quart d'heure récent, Trump a multiplié les annonces contradictoires et déconcertantes. Il a affirmé que le Hamas va se désarmer, assuré que Poutine lui a promis de ne pas frapper Kiev, parlé d'avoir eu une conversation très productive avec la merveilleuse présidente du Mexique, avec qui il était presque insultant quelques jours auparavant, et annoncé lui-même que l'espace aérien du Venezuela va ouvrir pour les vols commerciaux. Une décision qui ne relève absolument pas d'un président américain. Cette boulimie déclarative révèle un homme en roue libre, sans les garde-fous qui existaient lors de son premier mandat. Plus inquiétant encore, son entourage ne semble plus capable ou désireux de le contrôler.
Trump s'est constitutionnellement entouré exclusivement de personnes qui n'osent pas le contredire, soit par calcul politique, soit parce qu'elles ont besoin de lui. Cette absence totale de contre-pouvoir transforme chaque impulsion présidentielle en politique potentielle, chaque tweet rageur en crise diplomatique. L'obsession déconnectée du réel. L'un des exemples les plus révélateurs de cette déconnexion du réel concerne son obsession pour le prix Nobel de la paix. Trump a récemment écrit au Premier ministre norvégien un message hallucinant. Étant donné que vous ne m'avez pas donné le prix Nobel, alors que j'ai mis fin à plus, en majuscule, de 8 guerres, je ne me sens pas obligé de penser uniquement à la paix. Cette phrase unique contient 3 énormités factuelles et psychologiques. Premièrement, ce n'est pas la Norvège qui attribue le prix Nobel de la paix, mais un comité indépendant norvégien. Deuxièmement, Trump n'a objectivement pas mis fin à 8 guerres, il est seul à le croire. Troisièmement, et c'est peut-être le plus inquiétant, il ose dire devant le monde entier « Si vous ne me donnez pas un prix, pourquoi ferais-je la paix ?» Ce n'est pas l'Amérique d'abord, c'est un moi d'abord. Cette formulation est par définition infantile et révèle une structure psychologique profondément narcissique, où le bien-être de millions de personnes est conditionné à la gratification personnelle du président. Cette mégalomanie s'est également manifestée par la création de son Board of Peace, un conseil de la paix privé où l'entrée coûte $1 milliard par ticket. Cette parodie d'ONU n'a aucune légitimité internationale, aucun pouvoir réel, mais permet à Trump de se sentir entouré de vassaux qui ont payé très cher pour le privilège de le flatter. Parmi les participants à Davos, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a rejoint ce conseil, officialisant ainsi publiquement son allégeance financière à Trump. Dans le même registre mégalomane, Trump s'est fait construire un arc de triomphe à sa propre gloire, fixe de manière obsessionnelle sur l'annexion pure et simple du Groenland et confond systématiquement son intérêt personnel avec l'intérêt national. Lorsqu'il affirme que le marché boursier américain a baissé à cause de l'Islande, alors qu'il parlait probablement du Groenland, il révèle une incapacité fondamentale à distinguer la réalité objective de sa perception subjective. La stratégie de l'homme fou ou véritable instabilité. Certains analystes tentent de rationaliser ce comportement en invoquant la stratégie de l'homme fou, particulièrement popularisée par Nixon, mais qui existe aussi dans les écrits de Machiavel. L'idée consiste à passer pour fou pour que l'adversaire ait peur et accorde des concessions. Trump a consciemment utilisé cette tactique lors de son premier mandat, faisant passer par son négociateur le message à la Corée du Nord qu'il était fou et capable de tout. Il avait promis la fureur et le feu à la Corée du Nord, suggérant une confrontation nucléaire imminente, avant de devenir quelques semaines plus tard les meilleurs amis avec Kim Jong-un. Mais les historiens qui ont étudié cette stratégie concluent qu'elle ne marche pas très bien à long terme. Elle peut fonctionner à court terme, mais à long terme, elle pose énormément de problèmes, notamment de crédibilité. Si vous laissez entendre que vous êtes dans l'imprévisibilité totale, finalement, tout traité, tout engagement de la nation fait par le président n'est pas crédible. C'est un problème fondamental pour la diplomatie américaine. De plus, la distinction entre la stratégie calculée et l'instabilité réelle devient de plus en plus floue. Lorsque Trump confond systématiquement des faits de base, oublie la maladie de son père, présente des ecchymoses inexpliquées et multiplie les déclarations contradictoires en quelques heures, il devient difficile de prétendre que tout cela relève d'une stratégie maîtrisée. L'imprévisibilité stratégique suppose une capacité à contrôler quand et comment on déstabilise l'adversaire. Ce qu'on observe chez Trump ressemble davantage à une perte de contrôle généralisée. L'entourage idéologique, amplificateur du danger. Ce qui rend la situation encore plus périlleuse, c'est la nature de l'entourage que Trump s'est constitué. Contrairement à son premier mandat où il y avait au moins quelques adultes dans la pièce, capables de tempérer ses impulsions les plus dangereuses, la Maison-Blanche actuelle est tenue par des idéologues purs et durs. Stephen Miller, le conseiller qui a bâti intégralement le plan anti-immigration, Russell Vought, le patron de l'Office du budget, et de nombreux autres, ont des agendas idéologiques très clairs et utilisent l'imprévisibilité de Trump pour faire avancer leurs objectifs. Ces hommes ne sont pas des modérateurs. Ce sont des radicaux qui voient dans l'instabilité présidentielle une opportunité plutôt qu'un problème. Cette configuration est paradoxalement plus dangereuse qu'un Trump totalement livré à lui-même. Car ses conseillers savent exactement où ils veulent aller, ont des objectifs très clairs et bénéficient d'une énorme liberté de gouvernance tant que cela ne contredit pas quelque chose d'important pour Trump personnellement. Le président, qui ne s'est jamais intéressé aux détails et dont la capacité d'attention est limitée, on rappelle qu'il exige que tous les mémos fassent moins d'une page, laisse à ses ministres une latitude considérable.
Cette délégation massive de pouvoir à des idéologues non élus signifie que même si Trump devenait totalement incapable d'exercer ses fonctions, la machine continuerait à tourner, pilotée par ses véritables architectes de l'ombre. C'est une administration tenue non pas par un Donald Trump vraiment présent tous les jours aux affaires, mais par des hommes en coulisses qui utilisent son nom et sa signature pour mettre en œuvre le projet 2025 de la Heritage Foundation, ce programme ultra-conservateur que Trump avait publiquement désavoué pendant la campagne, mais dont plus de 50% est déjà appliqué. Le rythme de vie d'un octogénaire. À 79 ans, bientôt 80, le 14 juin prochain, Trump présente un rythme de travail qui soulève des questions. Son médecin de la Maison-Blanche lors du premier mandat, Ronny Jackson, avait souligné qu'il ne dormait pas beaucoup, en moyenne 4 ou 5 heures par nuit. Interrogé sur le temps que Trump passait devant la télévision, Jackson avait refusé de répondre, un silence révélateur. Son emploi du temps actuel suit un schéma régulier, présent à Washington du lundi au vendredi en fin d'après-midi, puis à Mar-a-Lago en Floride pour être sur son parcours de golf le dimanche. Cette routine soulève une polémique qui en France ferait les gros titres. Le coût astronomique pour le contribuable américain de ses déplacements hebdomadaires et du temps passé à jouer au golf. Aux États-Unis, cela n'intéresse manifestement pas. Mais au-delà du golf, ce qui frappe, c'est la manière dont Trump consomme l'information. Kristi Noem, aujourd'hui patron du département de la sécurité intérieure, a fait construire à grands frais un studio de télévision au sein de son département pour pouvoir filmer des bulletins et les envoyer directement à Donald Trump façon Fox News. C'est un président qui se nourrit plus par l'image, par les mémos d'une page maximum, par les messages postés sur les réseaux sociaux que par de grandes résolutions ou de grandes interprétations de ses conseillers d'État. Cette dépendance aux médias visuels et au format ultra simplifié révèle une incapacité ou un refus de traiter des informations complexes. Un président qui exige que les résolutions du G7 tiennent en 1 page et demie maximum, au point que la diplomatie américaine doit faire pression sur les autres membres pour raccourcir les documents, n'est pas un président qui maîtrise les dossiers. C'est un président qui les survole, au mieux. Avant de continuer, je vous exhorte à vous abonner pour toujours recevoir mes prochaines vidéos, et aussi pour soutenir la chaîne. Merci de l'avoir fait. Le 25e amendement, une illusion. Face à cette situation, certains responsables démocrates suggèrent un recours au 25e amendement de la Constitution américaine qui permet de déclarer un président incapable d'exercer ses fonctions. Le texte stipule « Si le vice-président ainsi qu'une majorité des principaux fonctionnaires des départements exécutifs font savoir que le président est dans l'incapacité d'exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge, le vice-président assurera immédiatement ses fonctions en qualité de président par intérim. » Mais cette procédure est pratiquement impossible à mettre en œuvre. Il faudrait ensuite les 2/3 des 2 chambres du Congrès pour confirmer cette décision. Or, la majorité républicaine a déjà démontré qu'elle a beaucoup de mal à s'opposer à Trump sur des choses pourtant claires, que ce soit sur des questions légales qui auraient constitué de gros scandales dans le passé. Il n'y a quasiment aucune chance que cet amendement soit effectif. De plus, il faudrait que Trump accepte cette contestation, ce qui est impensable. Sa base électorale MAGA verrait certainement cela comme un complot, comme une nouvelle tentative de vol de l'élection. Cette peur de la réaction de l'électorat trumpiste paralyse même les républicains qui reconnaissent en privé que le comportement du président pose problème. La décision de la Cour suprême accordant à Trump une immunité totale dans toutes les actions qu'il peut faire en tant que président renforce encore cette impunité. Il se sent très libre. Il n'a normalement pas le droit de se présenter à nouveau selon la Constitution, donc il n'a pas à se soucier d'une réélection. Il a transformé le récit, réussissant à convaincre une bonne partie de ses électeurs qu'il a vraiment gagné les élections de 2020, un mensonge total qu'il a néanmoins imposé comme vérité alternative. Et surtout, il n'a jamais été mis face à ses responsabilités. Il a survécu à 2 procédures de destitution, à de multiples procès, à une condamnation pour agression sexuelle et a même survécu à un attentat. Tout cela lui a donné une impression de toute puissance, le sentiment que personne ne peut l'arrêter. Cette conviction d'invincibilité, chez un homme présentant des signes de déclin cognitif, constitue un cocktail particulièrement toxique. La jouissance du chaos pour sa base. Un élément crucial pour comprendre pourquoi cette situation perdure est que, pour une partie importante de son électorat, ce chaos n'est pas un problème, c'est précisément ce qu'il recherche. Cette jouissance de quelqu'un qui casse les normes, qui transgresse toutes les règles, qui insulte les élites, qui se moque des convenances, plaît énormément à une partie de son électorat. C'est un spectacle permanent dont Trump est parfaitement conscient et qu'il entretient délibérément.
c'est avant tout un showman. Lorsqu'il raconte avoir regardé dans son salon l'opération militaire qui a conduit à la capture du président vénézuélien Maduro, c'est tout juste s'il ne dit pas une bière à la main, mais en fait non, il ne boit pas de bière, donc son Coca Zéro à la main. Il transforme une opération militaire grave en divertissement personnel. Il était au spectacle, il regardait cela comme une série télévisée. Son utilisation de Truth Social, son réseau social, illustre parfaitement cette approche. Il y a des jours où il balance des dizaines de messages dans tous les sens, y compris sur des sujets totalement déconnectés comme une nouvelle règle du football américain destinée à protéger les joueurs des commotions cérébrales. Trump a posté que c'était un vrai scandale, il n'y a plus de spectacle, affirmant que le football n'est pas bon pour l'Amérique si les joueurs ne se font plus mal. Cette apologie du spectacle de la violence révèle une psychologie profondément troublante. Mais pour sa base, c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils ne votent pas pour un président normal qui gère prudemment les affaires de l'État. Ils votent pour quelqu'un qui va secouer le système, qui va faire tomber les masques, qui va dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Le fait que ce président confonde des pays, oublie des faits de base, ou prenne des décisions contradictoires en quelques heures ne les dérange pas. Les implications internationales catastrophiques. Cette instabilité présidentielle a des conséquences concrètes et terrifiantes sur la scène internationale. Les chefs d'État du monde entier sont confrontés à un défi sans précédent. Comment négocier, comment établir des relations diplomatiques stables, comment construire des alliances avec un homme qui peut dire une chose un jour et son exact contraire le lendemain. On a essayé tous les registres de langage face à Donald Trump. La camaraderie avec les séquences entre Emmanuel Macron et Trump lors du premier mandat et même lors de la visite officielle à Washington en début d'année dernière. La flatterie, voire l'allégeance pour certains Européens comme Viktor Orban qui a rejoint le Board of Peace à $1 milliard par ticket d'entrée. Finalement, on se rend compte qu'il va peut-être falloir taper du poing sur la table et que c'est la seule façon de se faire entendre. Mark Carney, le Premier ministre canadien, le plus européen de tous les dirigeants nord-américains, a dit à Davos qu'il fallait acter la rupture et que la nostalgie n'est pas une stratégie. Il y a un moment où il faut savoir s'opposer. Dans le conflit face à la Corée du Nord lors du premier mandat, cela montait très haut, très vite, par message interposé entre le dirigeant nord-coréen et Trump. Finalement, cela s'est désamorcé aussi vite parce qu'on a su tenir tête de l'autre côté. Mais ce modèle de confrontation, suivi de rapprochements soudains, ne fonctionne qu'avec des adversaires qui jouent le même jeu. Avec l'Iran, la dynamique est différente. Téhéran ne cherche pas la validation personnelle de Trump. Les autorités iraniennes ont une stratégie à long terme, une patience forgée par 47 ans de résistance aux pressions occidentales. Elles peuvent se permettre d'attendre que Trump fasse une erreur, qu'il lance une frappe impulsive, qu'il déclenche une escalade qu'il ne pourra pas contrôler. C'est précisément là que le danger devient maximal. Un président instable, entouré d'idéologues bellicistes, face à un adversaire patient et stratégique, dans une région où un seul incident peut embraser tout le Moyen-Orient. Les 3 porte-avions américains déployés dans le Golfe ne sont pas là pour la parade. Ils sont là parce que Trump a sérieusement envisagé de frapper l'Iran, et ses conseillers ont probablement déjà des plans détaillés prêts à être exécutés au moindre ordre présidentiel. La propagande familiale, Melania à la rescousse. Face à ces inquiétudes croissantes, l'entourage de Trump a lancé une opération de réhabilitation. Melania Trump sort cette semaine un documentaire visant à humaniser Donald Trump et à montrer les coulisses de sa vie à la Maison-Blanche. Le film, réalisé par Brett Ratner, lui-même éclaboussé dans l'affaire Harvey Weinstein, accusé d'homophobie et de 6 agressions sexuelles, bénéficie de 35 millions de dollars de marketing et de promotion. Largement financé par Amazon MGM Studios qui a également déboursé 40 millions d'euros pour en avoir l'exclusivité. Le timing de la première diffusion privée, projetée samedi dernier, quelques heures après la mort d'Alex Petty lors des opérations violentes de ICU à Minneapolis, devant 70 VIP, dont la reine Rania de Jordanie et l'ancien boxeur Mike Tyson, a fait polémique. Melania a publié sur X « Je suis profondément touché d'avoir été entouré hier soir à la Maison-Blanche d'un parterre inspirant d'amis, de proches et de personnalités anticonformistes. Cette célébration en pleine tragédie nationale révèle une déconnexion totale avec la réalité que vivent les Américains ordinaires. Le film lui-même est décrit par les observateurs comme de la pure propagande. Selon le directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis, les 2/3 de l'équipe technique ont exigé que leur nom ne figure pas au générique, face au-delà de la qualité de la réalisation à un film de propagande et à un fiasco annoncé. Mais peu importe la qualité ou la réception critique, l'important pour l'administration Trump est de maintenir le récit,
de noyer les inquiétudes légitimes sous un flot d'images soigneusement contrôlées. Un danger imminent et ignoré. Nous sommes face à une situation sans précédent dans l'histoire moderne. Un président de la première puissance militaire mondiale qui présente des signes manifestes de déclin cognitif, au moment précis où il envisage de déclencher une guerre majeure. Les signaux d'alarme se multiplient, confusion factuelle répétée, perte de mémoire, comportements erratiques, contradictions permanentes, mais les mécanismes constitutionnels censés protéger la nation de cette situation sont totalement paralysés par la polarisation politique. Le 25e amendement restera lettre morte. Les républicains, même ceux qui reconnaissent en privé le problème, n'oseront jamais briser les rangs par peur de leur base électorale. Les démocrates peuvent sonner l'alarme, mais seront accusés de manipulation partisane. Et pendant ce temps, chaque jour qui passe rapproche le monde d'une catastrophe potentielle. Car contrairement aux crises passées, où un président instable était entouré de conseillers capables de le modérer, Trump a systématiquement éliminé tous ceux qui osaient le contredire. Il s'est entouré soit d'idéologues qui voient dans son instabilité une opportunité, soit de flagorneurs qui dépendent de lui pour leur carrière. Il n'y a plus d'adultes dans la pièce. Il n'y a que des complices ou des spectateurs impuissants. L'histoire jugera sévèrement cette période. Elle se demandera comment le monde a pu rester passif face à des signes aussi évidents. Elle s'interrogera sur les mécanismes qui ont permis à un homme présentant de telles vulnérabilités de conserver le pouvoir de déclencher une guerre nucléaire. Mais ces jugements historiques seront un maigre réconfort si, entre-temps, l'instabilité d'un seul homme a plongé le Moyen-Orient dans les flammes et déclenché une catastrophe humanitaire d'ampleur historique. Le monde retient son souffle, espérant que les prochaines semaines ne verront pas Trump, dans un moment de confusion ou de rage, ordonner cette frappe contre l'Iran que ses généraux ont déjà planifiée. Car si cela arrive, ce ne sera pas seulement une tragédie pour les Iraniens qui périront sous les bombes, ou pour les Américains qui devront vivre avec les conséquences d'une guerre d'agression lancée par un président diminué. Ce sera la preuve définitive que nos systèmes politiques, conçus pour des temps plus rationnels, ne sont plus adaptés pour empêcher qu'un seul homme, aussi instable soit-il, ne mette le monde à feu et à sang pour satisfaire son ego démesuré ou apaiser ses démons intérieurs.